Bienvenue au podcast de DiaCoach avec une communauté positive qui discute, qui papote, mais qui discute de quoi? Du diabète traité à l'insuline. Bonjour et bienvenue dans notre Facebook Live podcast saison 2 épisode 3. Je suis Nathalie, patiente experte pour les diabétiques traités à l'insuline. Nous sommes en direct et vous pouvez dès à présent nous faire un petit coucou ou mettre vos commentaires, vos questions dans les commentaires de Facebook. Je vais y arriver, je reprends mes esprits, on est un peu dans le stress, mais c'est le début. Alors Marina interviendra pour nous transmettre les questions. Bonjour Marina, je sais que tu n'es pas loin de nous et que tu vas faire ça très bien. Aujourd'hui nous allons aborder avec Omar deux thèmes plus particuliers qui sont la courbe de deuil à l'annonce d'une maladie chronique et la lune de miel. Bonjour Omar, peux-tu Bonjour te Nathalie. présenter, nous dire depuis combien de temps tu es diabétique, ce que tu fais dans la vie, tes passions, tes hobbies, parle un peu de toi quoi. Parfait. Tout d'abord, bonjour Nathalie. Merci pour l'invitation. Après un an, il était temps qu'on fasse notre cher et Facebook Live. Donc, Confinement est passé par là. confinement, Et diabète, maladie, coma, bon, tout ce que vous voulez. tout ce que tu vas expliquer. C'est ça. Donc, je m'appelle Omar. Je suis à Bruxelles comme toi. Je suis un grand passionné de nourriture. J'adore ça. Je suis un food lover, on appelle ça maintenant. Je suis Un food lover. Oui. C'est joli. C'est très beau. Je Ouais. préfère ça que accro à la nourriture, quoi. Ça a directement un petit sens péjoratif, mais food lover, tu sens qu'il y a une passion derrière. Ouais. Je suis aussi passionné par le marketing, plus le digital. Mhm. Et je suis un insuline lover aussi, parce que Forcément. forcément, il faut bien combiner un peu les deux Je maintenant. vais te faire une grande confidence, je suis insuline lover aussi. Check. Voilà. Parfait. Alors, je vais un petit peu vous parler en montrant un schéma au départ pour un petit peu expliquer qu'est-ce que c'est cette courbe de deuil et de quoi on va discuter à travers ton témoignage et ce que ça représente, ce que nous traversons à l'annonce de notre maladie. Ce schéma qu'on peut appeler les étapes du changement ou la courbe de deuil peut expliquer les émotions que vous ressentez. Ce schéma est propre à chacun et les étapes ne sont pas définies dans un temps car chaque personne réagit différemment. Donc ceci est indicatif évidemment. Alors quand on regarde le schéma, il y a évidemment d'abord l'annonce de la maladie. On peut pour certaines personnes le prendre comme un choc. À l'annonce de la maladie, on passe par une phase d'incompréhension, de refus, de négation, qu'on peut appeler ça la phase de déni. Ensuite vient la phase de la colère, où on est plutôt dans la révolte. Pourquoi ça m'arrive à moi? Je comprends pas, c'est injuste. Voilà, on est très en colère par rapport à ce qui nous arrive. Pourquoi moi et pourquoi pas l'autre? Moi, je me souviens avoir 10 enfants. Pourquoi ça m'arrive à moi et pas à ma sœur? Pourquoi moi? Voilà, c'est vrai que c'est une phase qui est... On a un sentiment d'injustice parce que voilà, la maladie, elle est là et qu'on n'a rien demandé. Ensuite, on passe par la phase de tristesse où on est un peu rempli de désespoir. La dépression, on se sent vraiment aspiré vers le bas où on se dit, voilà, on est foutu. Là, on est foutu. On se rend compte qu'on va être malade toute notre vie, on n'a plus vraiment de ressources. Et ensuite, quelques temps après, on passe par la phase d'acceptation, où on fait un peu le pardon avec nous-mêmes, on est plus dans la résignation, la quête de nouveaux sens, il y a un regain d'énergie, et là, enfin, on remonte, jusqu'à la phase d'intégration, où là, c'est la reconstruction des nouvelles forces et la sénérité par rapport à la maladie. Il faut savoir que cette courbe de deuil, comme je vous l'ai dit, n'est pas définie dans un temps. C'est pas 15 jours pour la fin de l'annonce jusqu'au déni, et puis etc. Non, chaque personne est différente et chaque personne le vit à sa manière. Bon, comme je le dis,
tout ça est indicatif. Je ne suis pas psychologue et rassure-toi Omar, je ne vais pas faire une séance de psychologie ou d'explication de quoi que ce soit. Il faut savoir que dans cette phase, les différentes phases par lesquelles on passe au cours de notre vie de malade chronique, il est possible qu'à un moment donné, on fasse un retour en arrière et qu'on repasse par une phase de tristesse. Moi, je me souviens bien, il y a quelques années, où j'ai pris conscience que ce ne serait plus pour ma génération qu'on allait guérir et que j'allais me retrouver comme maintenant, patchée de partout avec plein d'appareils sur notre corps. La technologie. Voilà, et je me suis dit, il faut accepter que... enlever l'idée de guérir. Et voilà, après la phase de tristesse, je suis repassée par la phase d'acceptation jusque maintenant, de nouvelles forces et de nouvelles envies. Donc, à travers le témoignage de Omar, son parcours, son histoire, on va essayer de vous aider. Le but est de vous aider à comprendre ce qui nous arrive et de mettre surtout des mots dessus. Voilà. Omar, à l'annonce de ton diabète, tu peux nous expliquer comment ça s'est passé? Oui. Comment tu te sentais? Déjà, je viens de penser à quelque chose. Quand je me suis présenté, j'ai oublié de dire le plus important. Je suis diabétique depuis seulement 1 an et demi. J'ai oublié de dire ça. Parce que tout ce que je vais expliquer après vient du début, du diagnostic. Donc, j'ai été diagnostiqué le 12 décembre. Ou le 13. Oui, non, c'était le 12. Le 12 décembre, on m'a diagnostiqué donc diabétique. Mais il faut savoir qu'un mois avant... j'avais fait une prise de sang chez mon généraliste et j'avais une glycémie qui à jeun où j'étais à 200 quelque chose et il m'a dit écoutez monsieur, vous êtes diabétique de type 2, tenez de la metformine et revenez quand la boîte est vide. Donc une fois que je suis sorti de mon médecin, je me suis dit... Comment tu te sentais? Sous le choc, mais ça m'a rien fait parce que j'y croyais pas. Et surtout qu'un mois avant encore, j'avais une crise, on m'avait dit c'est une dépression, Xanax, blablabla, que je n'ai pas pris parce que je ne voulais pas prendre ce genre de médicaments, je n'avais pas confiance en mon corps par rapport à ça. Et donc je me suis dit, on me donne une dépression un mois avant, un mois après on me dit que je suis diabétique de type 2, sans m'expliquer réellement, sans me donner de lecteur pour ma glycémie, rien. Revenez quand la boîte est vide, quoi. Et donc j'ai appelé mes parents, mes proches, etc. Mais ils m'ont dit, écoute Omar, on va prendre rendez-vous chez un diabéto. C'est ce qui s'est passé. Et c'est en décembre. Et donc quand on prend ma glycémie, on voit à jeun, j'étais presque à 600. Ah. Et moi je savais pas, 600 c'est quoi? Donc moi, la première chose que je dis, est-ce que c'est bien? Je savais pas c'était quoi 600. Et on me dit, monsieur, est-ce que ça va? J'étais là, oui, très bien, et vous, merci. Est-ce que vous êtes sûr que ça va? J'étais là, oui. Et après, je me suis retrouvé aux urgences. Et t'en étais où dans ta boîte de metformine? Je n'ai pas pris la metformine. T'as pas pris la metformine? Okay. J'ai fait un mois sans... où je me suis dit... C'était un déni un peu, on va dire, parce que je me suis dit pendant un mois... en fait, ils se sont complètement trompés de diagnostic sur moi. Tu le savais déjà? Non, entre le généraliste et mon diabéto, pour moi, il n'y avait ni type 1 ni type 2, vu que je ne connaissais même pas la différence entre les deux. D'accord. Donc... pour moi, il n'y avait pas de diabète. En fait, tu étais plutôt dans le déni. C'est ça, moi j'arrivais très serein à l'hôpital, je me rappelle encore. Je suis arrivé très serein. Et la preuve, l'après-midi même, je devais aller acheter des cadeaux de Noël. Donc pour moi, j'étais là tranquille dans ma tête. C'est un petit rendez-vous de 30 minutes. Après, je rentre à la maison et j'y vais. Et c'est là, on va dire, un peu où la vie, elle a un peu basculé. Ouais. Parce que donc, ça a été presque 10 jours d'hospitalisation. On m'a appris un peu le diabète, comment ça se passe. Les premières piqûres d'insuline. Les premières piqûres, moi j'avais très peur de la piqûre au début. Je me rappelle que les 4 premiers jours, c'était les infirmiers qui me faisaient ma piqûre d'insuline. Et le jour où ils m'ont dit c'est à toi, j'étais là non, je peux pas, j'ai peur et tout. Alors que j'ai juste rentré genre comme ça, boum. J'avais rien senti, j'ai dit ah c'est bon, c'est fini. Ok. Et non, je me rappelle encore de cette semaine d'hospice qui était une très bonne semaine parce que ça a été une semaine où je me suis dit, c'est bon, il faut, entre guillemets, accepter, tu l'es, tu peux pas revenir en arrière. Ça a été ma vision, donc, durant presque un an, où il fallait accepter la maladie. Et le confinement m'a beaucoup aidé, parce que 2 mois après, on a été confinés, donc j'étais confiné tout seul à la maison, où c'est là où j'ai vraiment découvert,
entre guillemets encore, ce colocataire à vie, mon diabète. On a cuisiné ensemble. Je parle du diabète comme si c'était vraiment une personne qui vivait avec moi parce que je le vois un peu comme un jumeau, on va dire. Mhm. Quand t'es pas bien, il n'est pas bien. Quand tu es bien, il est bien. Ok. Est-ce que pendant Donc, cette période où tu as eu l'annonce, et puis quelques temps après, est-ce que tu as fait une lune de miel? oui, Combien de j'ai, temps, plus ou moins? elle a duré au moins 2 semaines, voire 3 semaines, Ah, et après combien de temps de en ton février. hospi? En Donc fin février, décembre. Ah oui, donc c'était ok, c'est ça. février. Donc j'ai eu tout le mois de janvier où là je faisais beaucoup d'hypoglycémie Mhm. parce que je n'avais pas encore, je connaissais pas encore mes doses, combien m'injecter selon quoi. J'avais pas fait d'insuline haute thérapie fonctionnelle. Toi, Donc tu l'as bien dit. C'est pas facile à dire. c'est ose. Donc j'avais pas fait d'insulinothérapie fonctionnelle et je ne savais pas combien m'injecter. J'étais souvent en hypo. Mhm. Ça a été dur au début les hypoglycémies parce que moi je ne savais pas quoi faire. Même mes proches, je me rappelle encore ma maman une fois, j'étais en hypo, au lieu de me ramener un coca zéro, enfin un coca normal me ramène un coca zéro. Mais ça c'est normal parce qu'ils apprennent en même temps que moi, Bien ils nous sûr. soutiennent. Mon papa est diabétique aussi, donc il le gère très très bien aussi, Et, donc il est diabétique de type de 2? type 2. Ok. Donc à mon avis, c'est de là aussi peut-être la confusion du Oui, médecin généraliste au c'est départ ça. Et et ça a qui été s'est dit. surtout donc en fin février ma lune de miel où T'as pu diminuer beaucoup les doses d'insuline à ce ah mais à un moment-là? moment j'étais arrivé je faisais 2 unités alors que j'étais normalement à 14. Je faisais D'accord. 2 unités et je pouvais tomber en hypo après. Et comment Et tu l'as vécu ça, cette période? c'est très très bizarre parce que fin Oui. février j'étais parti en vacances, j'étais au Maroc et je mangeais mais très très bien quoi. Pour moi c'était les vacances, c'est tranquillou. Mais tout ce que je mangeais, ma courbe restait comme ça. Mhm. Et donc là, je me suis dit, mais en fait ils se sont trompés. Je suis souvent en hypoglycémie parce que je me fais des injections d'insuline et vu que je me fais des injections d'insuline, ma glycémie descend. Donc tout s'est mélangé dans ma tête jusqu'au jour en fait où j'ai regardé des vidéos sur YouTube sur la lune de miel. Oui. Enfin, je suis je suis arrivé à avoir un mot Oui, sur sur ce phénomène, on ce va dire, phénomène. lune de En, miel. en deux mots pour les personnes qui... n'hésitez pas à poser des questions dans les Hmm. commentaires pour ceux qui nous suivent en live. En deux mots, ben, la lune de miel, en fait, les cellules, à un moment donné, on ne sait pas pourquoi, il y a un phénomène où ils se remettent à fabriquer de C'est ça. l'insuline, En fait, ma mais diabétologue, pardon, on sait très bien que c'est que temporaire et que oui, après cette lune de miel, c'est la réalité. bardaf, c'est C'est terminé. la réalité après. Et qu'est-ce que ta diabétologue? Ma diabétologue m'avait dit que la lune de miel, il faut l'avoir comme une usine. Enfin, que comment dire, ton pancréas est une usine et qu'il y a eu une faillite et donc l'usine a fermé. Et qu'à un moment, il y a un investisseur qui est venu. Elle m'a expliqué comme si j'étais vraiment un enfant. Et ça, Oui. j'ai apprécié parce que c'est comme ça que j'avais compris après. Donc, qu'il y a eu un investisseur qui est venu pour un court moment, juste pour remettre un peu l'usine en marche. Et donc, ton pancréas sécrète encore de l'insuline. Il va puiser dans les dernières ressources qui te restent. Et ensuite, la lune de miel est finie. Et donc, elle a duré 3 semaines. Ça a été 3 semaines mémorables. Et je suis rentré après donc en Belgique. Et on a Oui. eu le confinement. Et c'est là où j'ai découvert vraiment les joies du diabète. Cette fois-ci, tu étais un peu dans cette phase de déni en disant Oui. ils se sont trompés pendant ta lune de miel. Et après, j'étais encore dans le déni quand ma lune de miel est finie parce que Tu, tu- j'ai accepté, en fait, moi, je pensais que j'avais accepté la maladie dès le début. Mhm. Pourquoi? Parce qu'on m'a toujours fait croire c'est la vision que moi j'avais, que le diabète, en fait, c'est rien. C'est juste une petite maladie, mais tant que tu le vis pas toi-même, tu ne peux pas savoir réellement c'est quoi le diabète. Mhm. Et donc pendant presque un an, pour moi, c'était ça va, je me fais des injections d'insuline, mais il y a pire, quoi. Je me dis, il y a tellement d'autres maladies qui sont pires que ça. Je me dis, bah, c'est rien. Je... Qu'est-ce Et qui en fait, s'est je me suis menti à moi-même. oui. Qu'est-ce qui s'est passé après cette lune de miel et le confinement? Donc, on a eu le premier confinement. Bon, attends, je compte même plus le nombre de confinements Oui. qu'on a eu. Donc, le premier confinement s'est bien passé. Je me mentais à moi-même. Je l'assume maintenant en me disant que tout se passe bien, que j'adore le diabète, que j'adore l'insuline, j'adore l'odeur de l'insuline. J'étais parti dans un grand délire. Et il y a eu l'été. L'été s'est très très bien passé. Bon, j'avais des glycémies un peu hautes parce qu'en été, on se fait plaisir. Mais c'était stable. Jusqu'en octobre,
où j'ai vécu on va dire un drame familial, le décès de mes deux grands-parents. Et là, ça m'a complètement détruit Mhm. parce que je suis rentré en urgence au Maroc. Et même quand j'ai fait mes valises, je ne pensais même pas à prendre mon insuline avec moi, tellement que, en fait, le diabète, je l'avais sorti de ma tête pendant un moment, parce que ça a été un choc, et j'ai complètement oublié cette notion de... Je pense que tu étais plus dans, enfin, t'étais dans le choc émotionnel du décès de tes grands-parents. Et c'est vrai que quand il y a quelque chose qui prend le dessus à un moment donné dans nos vies, ou des choses extrêmes arrivent, on a tous tendance C'est ça, à mettre le diabète de côté en se disant on le récupérera après, mais c'est pas notre priorité. c'est ça. Et qu'est-ce qui s'est passé? Donc tu es parti au Je Maroc? suis parti au Maroc, je suis parti à peu près un mois, Oui. et pendant un mois, au début, je faisais mes injections. Je pense même, durant tout le Maroc, j'en ai fait, mais sans me scanner, enfin sans prendre ma glycémie, sans rien. À l'aveugle. J'ai fait mes injections parce qu'il fallait le faire. Pas parce que je voulais le faire, parce qu'il fallait le faire. Oui. Mais tu as fonctionné Et à l'aveugle. je fonctionnais à l'aveugle. Ok. Je n'avais même pas beaucoup d'appétit en soi, je ne mangeais plus. Mais Mais ça a été plus accéléré au... tu ne savais absolument pas où tu en étais, hypo, hyper, tu ressentais plus rien. Non. Je ne ressentais plus rien parce que en fait, ma grand-mère est morte un mercredi et mon grand-père un vendredi. Et je me rappelle que la journée du jeudi, j'étais à une glycémie à... Je devais être vers les 500, mais j'étais à jeun. Mhm. Et je me rappelle qu'on s'était eu au téléphone et je te disais, je ne comprends pas, je n'ai rien mangé, mais ma glycémie n'arrête pas d'augmenter. Et à partir de ce moment-là, je me suis dit, bah, tu sais quoi, je me parlais à moi-même, mon diabète va faire sa vie et moi je vais faire la mienne. Mhm. C'est à partir de ce moment-là où j'ai eu en me disant, bah, je m'en fous, c'est bon, je m'en fous. Pourquoi faire attention quand les gens qu'on aime partent, voilà, c'est à ça quoi je pensais. Et je me disais, bah, je me suis laissé aller en fait, et ça a duré au moins 4 mois. Jusqu'en. Bah, T'es revenu en Belgique et ça a Oui, je suis cont- revenu en Belgique. et ça a continué Oui. ce C'est ça. Et ça a continué où donc tu as jusqu'en continué ta vie et tu l'as mis de février. côté. Ok. Je suis en dernière année de marketing, je suis diplômé cette année. Et en janvier, j'avais ma dernière session d'examen. Et je me suis dit, hors de question que je me fasse hospitaliser parce qu'on m'a dit, Omar, vous avez trop d'acétone, on doit vous hospitaliser. Je leur ai dit, l'année dernière, j'ai accepté d'être hospitalisé parce que c'était mon diagnostic, mais cette année, hors de question que je me fasse hospitaliser. C'est un risque, c'est un très gros risque que je ne recommande à personne parce que j'ai eu beaucoup de dégâts ensuite, mais je ne me serais, entre guillemets, jamais pardonné à moi-même d'avoir repassé tous mes examens encore Ok. en août et je me suis dit, bah ça va, c'est que 1 an de diabète, ça va rien faire. Mais j'ai une question qui Oui. me vient. Ok, tu as refusé l'hospitalisation à ce moment-là parce que ton médecin a vu que tu étais en acidocétose. Mais après, pourquoi est-ce que c'est pas revenu et que tu t'es dit, Non, ok, ce n'est jamais revenu. pourquoi tu t'es dit, ok, mais non, il est là. Et en fait, je voudrais que tu expliques les émotions. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Pourquoi est-ce que... Ce qui se passe en fait durant le mois de janvier, février et presque un peu mars, ça a été de la colère, ça a été du déni, ça a été plein de... Une rancœur en fait, comme si j'en voulais d'être malade. Je m'en voulais à moi-même. J'acceptais pas d'être malade et je ne voulais plus être malade. Et je ne savais plus donc comment réagir. Et c'est là à ce moment-là où j'avais aussi abandonné parce que je me disais, bah, ça rime à rien. T'as toujours continué tes injections encore? Non. T'as stoppé? J'ai arrêté mes injections exactement en janvier, durant ma session d'examen, parce que je n'avais plus d'appétit. Je ne mangeais plus et je ne comprenais pas pourquoi je ne mange pas, ma glycémie augmente et que quand je faisais des corrections, ça restait haut. Oui. Ça, je ne comprenais pas. T'étais rentré dans un cercle vicieux, le J'étais cercle rentré dans un vicieux cercle de haine en fait envers le diabète où je ne voulais plus être diabétique. Après, ça peut partir un peu plus loin parce que à ce jour-là, j'en parle avec un peu de recul, même si ça fait à peine 2 mois Oui. par rapport au coma. Mais je me suis posé plein de questions quand j'étais hospitalisé, donc en février par rapport à ce coma-là, où je me disais, mais à quoi je joue? Oui. À quoi je joue? Qu'est-ce que tu veux en fait? Oui. Est-ce que tu veux
te battre jusqu'au bout, rendre fier tes proches qui te soutiennent, ou bien juste abandonner et dire bah c'est bon, la vie elle est trop dure, moi je me casse d'ici quoi. Tu me touches. Mais c'est la vérité, c'est Mais avec du ouais, recul, voilà, c'est avec du recul, on se je dit suis, qu'est-ce que je tu suis veux dans ta vie. extrêmement touchée parce que évidemment que je suis passée par ces phases-là et c'est vraiment une réalité dont on ne parle pas et les médecins ne nous parlent pas et qui est très difficile à passer et je suis contente que tu aies eu le courage de témoigner en tout cas de ce qui t'est arrivé mais ça a encore été plus loin. Oui. Et juste pour revenir à ce que tu viens de dire, c'est ce qui manque en fait, je trouve, c'est un peu le côté psychologique. On a beaucoup le côté médical, santé, mais côté psychologie, par rapport à la maladie, ça on n'a pas. On ne sait pas réellement nous comment réagir. Ok, pendant une semaine on est encadré, mais une fois que tu rentres à la maison, tu te retrouves tout seul, tu ouvres ton frigo, tu vois tes insulines dans le frigo, tu te dis bah c'est bon, c'est ma vie, il faut l'accepter. Mais après, Ça ne se fait pas comme ça. Il non, n'y a pas de baguette magique. Hein. c'est ça. Il y a tout un mélange d'émotions, il y a tout un bouleversement que malheureusement je trouve qu'on n'en parle pas assez et qu'on omet. Et que. Omet, Omar. Une petite note d'humour pour comme ça j'arrête de pleurer. Mais je veux dire par là que. Ce qui est aussi pour notre entourage, ils sont difficiles aussi à comprendre qu'on passe par ces phases, quoi, et qu'on l'a pas choisi, et que parfois, ben oui, il faut trouver du soutien au moment, mais il faut savoir dans quelle phase on est justement dans la courbe de deuil. C'est Et- ça, mais vraiment, j'en profite de ce petit live pour Mais dire je un voudrais grand juste... merci à mes proches. Ah, oui. Si vous me regardez, mes parents, mes sœurs, mes amis, personnes diabétiques ou non, qui en fait, c'est grâce à eux que j'ai envie de continuer à me battre en fait. D'accord. Et, Mais ça a été plus loin, Omar. oui, ça Là, a été très très loin. Parce que, excuse-moi, quand on arrête les injections du Céline, qu'est-ce qui Il y arrive? a des conséquences. Il y a des conséquences, il y a une acidocétose, il y a un coma diabétique, il y a plein de petits trucs qui font mal, on va dire. Oui, et qu'est-ce qui Et, t'est arrivé finalement? Donc, en février, j'ai commencé mon stage et je me suis donné à fond. Mais quand je vous dis à fond, c'est vraiment à fond. Donc, du 1er jusqu'au 26 février, j'étais à fond. Mon coma n'est pas dû à mon stage, c'est Ce dû qui à est toute dingue. l'accumulation. Oui, mais ce qui est... Mais bien sûr, c'est tout le processus. Mais ce qui est dingue, c'est que tu t'arrivais et tu continues à travailler. Mais ça a été une force. C'est, Oui, mais physiquement... Oui, c'est sûr. Et j'avais perdu énormément de poids. Et je me rappelle que 2 jours avant Tu m'avais cette dit jusqu'à hospitalisation, 18 kilos, hein? jusqu'à 18 kilos. Et je me rappelle, j'étais avec ma maman. Et elle m'avait vu. Elle m'a dit, Omar, là, ça va plus du tout. Il faut que tu prennes rendez-vous chez ton médecin. C'était 2 jours avant. J'étais là, mais non, maman, t'inquiète. Je suis sortie de chez elle. J'étais dans l'ascenseur. Et j'ai vu mon visage. Et je me reconnaissais plus. Je ne me reconnaissais pas. Et je me disais, Omar, c'est pas toi. Mais je n'ai pas réagi. Je suis resté encore pendant ces 2 jours-là. Et c'est là où j'ai compris que bah, c'était fini, tout simplement. Et je n'avais plus la force, en fait, de réagir. Donc, durant toute une journée, j'étais arrivé à 37 vomissements. Mais je n'ai pas eu de déclic cette journée-là. Je n'avais vraiment eu aucun déclic. Ça a été le lendemain où je me sentais un peu mieux. Donc, je me suis dit, ah bah ça va, c'est parti. J'ai bu une gorgée d'eau. Tout est ressorti. Et je me rappelle, en fait, ce qui s'est passé, c'est que je combattais moi-même avec mon sommeil. Où je me disais, Omar, faut pas que tu fermes les yeux, parce que si tu fermes les yeux, on ne sait pas ce qui va arriver. Et donc, je m'endormais, je me réveillais, je m'endormais. Mais je n'avais pas la force, en fait, de me lever, à part d'aller aux toilettes pour vomir. C'était la seule chose que je pouvais faire. Jusqu'au... je pense qu'il était 23 heures, où là, c'est bon. Pour moi, j'étais en train de partir. Je me sentais, je tremblais. J'avais mis 4 pulls, une couverture, et je n'arrêtais pas de trembler. Ma vision devenait floue. Je me sentais vraiment m'évanouir à chaque fois. Je me relevais. Et je me rappelle que j'ai eu ces premiers symptômes de coma diabétique qui étaient 18 heures. Et entre 18 heures et 23 heures, j'ai un blackout. Donc là, je sais que j'étais plus là pendant un moment. Et je me suis réveillé un moment et j'ai appelé ma soeur et je lui ai dit, écoute, je vais aller aux urgences. Elle est venue. Et elle est venue donc me ramener aux urgences. Et de ce moment-là, il devait être 5 heures du matin, je pense, là j'ai
plus que 5 heures. Là, j'ai un blackout, je ne me souviens de plus rien. Mhm. Je sais juste que je suis resté donc aux soins intensifs pendant 3 jours, parce qu'on m'a transféré d'hôpital, mais aucun souvenir. Ok. Aucun souvenir. J'ai pu récupérer mon téléphone seulement au bout de 4 jours, où là, j'ai pu reprendre contact avec mes proches, les rassurer que tout allait bien. Mais vu qu'on m'avait mis un cathéter, je pouvais même pas prendre mon téléphone. Et on est en pleine période Covid, donc on n'a pas de visite. Donc je me suis retrouvé perdu Et complètement coupé. et complètement coupé. Du Et je monde, les ouais. entendais parler un peu. Oui, non, là c'est un coma diabétique. Oui, là c'est l'acide de cétose. Ah non, t'as vu ces résultats? Ah non, c'est pas possible. Faut savoir qu'avant le décès de mes grands-parents, j'avais une hémoglobine, j'étais environ à 5,7 ou 6. Et quand je me suis fait hospitaliser, j'étais à 15 d'hémoglobine glyquée. Ok. Donc c'est presque le double. C'est Oui. plus que le double. Et ça me faisait rien sur le coup, hein. Quand on Mhm. m'a dit, écoutez, monsieur, vous avez pu y passer, on me l'a répété au moins 10 fois, je ne réagissais pas, j'étais neutre. On m'a monté en chambre. Et à ce moment-là, c'est là où j'ai commencé à réfléchir à ce que je te disais tout à l'heure, parce que je me suis retrouvé enfermé, période Covid, aucune visite, tout seul dans une chambre. Ben, j'étais livré à moi-même. Mhm. Et c'est là où je me suis posé les questions en me disant, ben, Qu'est-ce que tu veux? qu'est-ce que je veux réellement faire de ma vie? Est-ce que j'ai envie de tout abandonner et partir? Pourquoi? Tu vois, genre, j'ai pas envie au contraire de rendre mes grands-parents fiers, de rendre mes proches fiers, d'accomplir des choses dans ma vie. Et c'est là où j'ai fait en fait le deuil de mes grands-parents, où j'ai accepté, parce que Je pense que je tu suis n'as quelqu'un de très très je sensible. pense que tu n'as pas fait que le deuil de tes grands-parents. J'ai fait le deuil de plusieurs choses. Oui, voilà. J'ai fait le deuil de plusieurs choses durant cette, Mais- ces 10 jours, enfin presque ces 2 semaines d'hospi, où je me suis dit, ben, si je suis pas parti le 27 février, c'est pour une bonne raison. Mhm. C'est-à-dire que c'était pas mon moment. Ok. Donc je suis là. Je suis là, c'est pour une raison. Ok. Et aujourd'hui? Bah, aujourd'hui, j'ai repris mes injections, j'ai retrouvé mon appétit, Ton- j'ai Ton sourire? j'ai retrouvé mon sourire, j'ai retrouvé mes cernes, mais j'ai retrouvé la positivité, on va dire, et je me suis battu encore après l'hospitalisation. Mhm. Je ne voulais pas en fait que le diabète m'éteigne, on va dire. Je voulais que ça devienne plutôt une force pour moi. Et donc je me suis battu, j'ai fini mon stage, tout s'est très 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 bien passé. Euh, et là maintenant, bah, Est-ce qu'on peut dire que c'est un nouveau départ? c'est un nouveau départ. Je tourne toute une page qui était très très dure. J'en commence avec une nouvelle, je commence à travailler maintenant, donc c'est plus le Omar étudiant, maintenant c'est plutôt Omar le jeune travailleur, on va dire. Et je suis dans un autre mood, enfin, Mhm. dans une autre ambiance où Qu'est-ce qu'il bah, est devenu, ton jumeau, là? mon diabète. Oui. Bah, Ton on est jumeau? devenus amis pour le moment Oui. parce qu'on a eu une longue discussion, on va dire, où je sais qu'il va rester toute ma vie. Il pourra jamais partir avant ni après moi. On Mhm. partira en même temps. Donc on a trouvé, on va dire, un accord. Vous avez trouvé un accord? On a trouvé un accord. On était obligés parce que si on trouve pas d'accord avec le diabète, bah, qu'est-ce qu'on fait? Ok. Qu'est-ce qu'on fait de nos vies? C'est ça le problème. C'est que si on laisse la haine nous détruire et avoir le déni, la colère d'être malade, bah, qu'est-ce qu'on fait après? C'est Qu'est-ce pas qu'on possible fait? de tenir en C'est longueur ça, on comme va se ça. renfermer sur Ouais. nous-mêmes, on va plus parler à personne, on va se dire à chaque fois pourquoi lui, pourquoi pas lui, pourquoi moi? Pourquoi? Et finalement, c'est On se aussi détruit nous-mêmes en fait en luttant. C'est ça. Enfin, à partir Alors, du oui. moment où le processus s'enclenche de l'acceptation, on n'est plus dans un mode de lutte et on se dit ok, et là, C'est ça. on réavance et on remonte. C'est ça, on est obligé parce que il faut accepter. Après, je suis conscient que par rapport à ce que tu as dit par rapport à la courbe du deuil, que peut-être que là, maintenant, actuellement, j'ai accepté, mais ça se peut que dans 5 ans, bah, il y ait encore une redescente, on ne sait Bien pas. sûr, bien sûr. Mais je saurais déjà à quoi m'attendre. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que quand on redescend, on ne redescend pas à zéro jusqu'au choc, hein. On repasse C'est plus ça. par une phase de tristesse où on peut en avoir ras-le-bol, C'est ça. où on se dit mais non, celui-là il m'emmerde, je le mets dans le placard, mais bon, Mm. ça dure généralement moins longtemps et on se rend compte que
finalement, on se sent pas bien quand on le C'est laisse ça. dans le placard et qu'on physiquement on se sent mieux et qu'on a plus d'avantages à se soigner et qu'on est voilà plus combatif pour pouvoir faire plein de choses. C'est ça. Et je sais qu'il y aura des jours où c'est bien, des jours où c'est pas bien. Mais je pense que ce coma, ça a été vraiment le choc. Mm. Ça a été le choc parce que je me suis dit, bah, en fait, on joue pas avec le diabète. On joue pas. On peut pas se permettre de faire le con, tout T'as échappé simplement. belle, hein. Mm. On peut pas se permettre de jouer à ça en se disant, bah, c'est bon, j'arrête tout, moi je m'en fous, je suis encore Il est jeune. plus fort que nous, hein. Il est plus fort que nous, mais il faut en faire un ami, quoi. Parce que si Mm. ça devient ton ennemi, bah là, c'est foutu, on va dire. Et je pense qu'on peut faire de très très belles choses. Mm. Parce que ça devient une force. Et je sais qu'au début d'un diagnostic, on a deux choix. Soit on accepte, soit on refuse. Moi, je pensais avoir accepté dès le début. Je me mentais à moi-même. Mais Moi, je suis pas tout à fait d'accord avec ce que tu dis. C'est pas soit on accepte, soit on refuse. Comment accepter quelque chose qu'on n'a pas demandé? c'est ça. Donc, je suis désolée. Moi, ça m'énervait quand j'étais plus jeune, ou même, ah oui, mais Nathalie, elle n'a pas accepté son diabète, c'est pour ça que ça ne va pas. Mais j'avais envie de leur dire, mais moi, comment j'ai vous voulez rien que demandé, j'accepte, c'est ça. enfin, j'ai rien choisi. Hmm. Donc, c'est normal dans les maladies chroniques qu'on n'accepte pas et qu'on passe par toutes ces phases. En fait, c'est tout à fait normal. Mais il faut le savoir Hmm. et savoir mettre des mots dessus par rapport à toutes les émotions qui se passent pendant ce temps-là. Et il faut savoir que on peut trouver de l'aide à ce moment-là quand on a conscience que voilà, on est dans la phase du choc, de l'annonce, etc. Et que c'est là qu'il faut demander la bonne aide au bon moment. C'est ça. Pour terminer, je voudrais te dire surtout un grand merci, Merci à toi. d'avoir accepté de nous livrer ton témoignage. J'ai fait une version très abrégée. Hein. Oui, je Mais- sais que tu as fait un gros effort pour que ça dure pas 1 heure et demie, mais voilà, merci, Merci à toi. merci franchement d'en parler parce que c'est pas évident de parler de ces choses-là. Je voudrais dire merci aussi à mes fidèles amis Vincent à la technique et Marina qui n'a pas relayé de questions parce qu'il n'y en a pas eu, mais c'est pas pour ça que vous ne pouvez pas en poser par la suite en commentaire en regardant Nathalie. Oui, Il n'y a pas eu de questions, mais il y a eu effectivement une confirmation de Pascal en disant que c'est vrai que le suivi psychologique est très important, même essentiel, et que malheureusement, il n'est pas toujours proposé. ah, cool. Oui, c'est vrai. C'est Mm. vrai. Je pense que, surtout au début de la maladie, on n'est pas assez suivi. Ils omettent un peu, même s'ils savent tout ça. Hein. Ils savent que pendant la lune de miel, on va penser qu'on est guéri. C'est du grand classique. Hein. Les médecins, les endocrinologues, tu vois, j'arrive à le dire, le savent. Mais voilà, c'est pas encore, je trouve, assez... mis en avant et C'est ça. l'aide qu'on propose et l'accompagnement, en tout cas pour moi, n'est pas suffisant. Mm. Donc je rappelle que vous pouvez revoir nos Facebook Live et podcasts et même sur YouTube. Vous trouverez tous les liens sur le site internet www.diacoach.be. Vous pouvez également nous suivre sur Facebook, Instagram et LinkedIn. Et enfin, Omar, je vais te laisser conclure. Je vais conclure en disant déjà merci pour l'invitation et j'ai envie de aussi conclure aux jeunes personnes qui sont diagnostiquées ou bien même plus âgées, mais enfin les personnes qui viennent d'être diagnostiquées, que déjà ils sont pas seuls, premièrement, que de deux, s'ils ne trouvent pas le suivi psychologique avec le médecin, ils peuvent le trouver avec des personnes diabétiques. Et c'est ce que j'ai fait en fait dès le début, c'est que j'ai voulu rentrer dans plusieurs communautés de personnes diabétiques, partir à la rencontre de personnes comme moi qui allaient me comprendre, où j'allais beaucoup apprendre. Par exemple, tout ce qui est insulinothérapie fonctionnelle, je l'ai appris sur Instagram, je ne l'ai pas appris à l'hôpital. Et donc, ils sont pas seuls. Et qu'ils savent que s'ils ont besoin de parler, ils vont toujours trouver une personne diabétique, que ce soit Diacoach ou bien sur Instagram ou sur Facebook ou dans les groupes. Il y a toujours quelqu'un qui sera là en fait pour t'expliquer, pour te parler
ou bien juste pour t'écouter. Hmm. Pour t'écouter. Moi aussi, ça me faisait du bien, des fois, juste de... Mais quand quelqu'un De est comme parler, toi et que l'écoute, elle est différente, parce qu'en C'est fait, ça. on a le même langage Hmm. et on comprend ce qu'on se raconte, en C'est fait. ça. Il y a aussi le groupe d'Alexandra qui est diabétique type 1 Belgique sur Facebook. Évidemment, la SBL, Diacoach, est là pour vous aider, vous accompagner. Et voilà, n'hésitez pas à nous contacter. Il y a aussi l'association du diabète. Et le prochain Facebook Live, on va essayer d'interchanger les rôles. Omar a accepté de m'interviewer. Accepter sous le coup de la menace. Non, Oh, écoute, la menace, c'est avale 3 sucres et puis, et puis on voit. Non, je blague. Non, et on va faire un Facebook Live sur l'Omnipod, vu que j'ai commencé il y a 5 jours maintenant, la pompe Omnipod. Donc, on vous retrouve au prochain Facebook Live et on vous dit à bientôt.